À la une ce soir, la prise en charge des enfants malades du rein en Côte d'Ivoire, le programme national de santé scolaire et universitaire s'active. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre le chômage de jeunes artisans ivoiriens prône l'entrepreneuriat. Enfin, l'éphéméride ce 18 octobre va porter sur les actions de Oussama Ben Laden, le chef spirituel de Al-Qaïda, appelé à la résistance contre les Américains en 2003. Bienvenue sur RTI2, Madame, Monsieur, bonsoir. 23 ans après son décès, Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, est encore présent dans la mémoire et dans le cœur de son peuple. Ce 18 octobre marque en effet la date anniversaire de sa naissance. Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905 et mort le 7 décembre 1993. La vie de cet homme de paix dans le reportage qui va suivre. Ami Koulibaly. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 111 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire est né le 18 octobre 1905 à Ngokro, aujourd'hui Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny était médecin, planteur avant d'être élu député en 1945. Que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. Le père fondateur est l'initiateur de la loi sur l'interdiction du travail forcé dans les territoires d'outre-mer. C'est lui qui a créé en 1946 le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le premier président de la Côte d'Ivoire a aussi participé à l'élaboration des textes successifs de la loi cadre de juin 1956 à la nouvelle constitution française du 4 octobre 1958. Félix Houphouët-Boigny a écrit l'une des pages de l'histoire de la décolonisation. Il gravit toutes les marches de la vie politique. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 1953 à 1959. Il a aussi été ministre délégué à la présidence du Conseil en France de 1956 à 1957. Maire d'Abidjan de 1956 à 1960. Premier ministre de la Côte d'Ivoire avant l'indépendance. L'homme a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance en 1960. Il a beaucoup parlé de paix. Il y a consacré sa vie. L'UNESCO a même institué en 1989 un prix à son nom. Il s'agit du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il fut président de la République de Côte d'Ivoire du 7 août 1960 au 7 décembre 1993. Le mardi 7 décembre 1993, le 33e anniversaire de l'indépendance, le sage de l'Afrique s'en est allé après 6 mois de maladie. Il avait alors 88 ans. Autre actualité, le programme national de santé scolaire et universitaire s'active dans la lutte contre les maladies du rein chez l'enfant. Le PNSU a donc procédé à la restitution des résultats du dépistage en milieu scolaire. C'était lors de la 6e journée mondiale du rein. Il s'agissait de sensibiliser les partenaires techniques et financiers et les emmener à renforcer la prise en charge des enfants atteints de maladies rénales. Les maladies rénales, appelées aussi néphropathie, sont de plus en plus fréquentes en Côte d'Ivoire. De nombreuses personnes perdent la vie à cause du coût élevé de la prise en charge. Ma fille de 11 ans, elle est malade du rein depuis 2013. Quand elle s'affaiblit, on lui demande l'albumine, qui une bouteille fait 125 000. Et par séance, on doit lui mettre 2 bouteilles qui font 250 000. Sans compter l'hospitalisation. Et pour un père qui ne travaille pas vraiment, dernièrement, nos difficultés sont vraiment énormes. J'ai mon fils qui est malade du rein depuis 2015. Il est sous un régime strict, sans sel. Son traitement est vraiment coûteux. Donc nous sollicitons vraiment l'État pour nous aider dans la gestion de cette maladie. Plusieurs actions sont menées en faveur des adultes pour faciliter leur prise en charge. De 2 centres de dialyse publics en 1990, la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui 7 centres publics. Ces prises en charge ne prennent pas en compte les enfants. Nous ne pouvons qu'attirer l'attention sur cette maladie qui est très lourde dans sa prise en charge, très difficile pour les parents et pour l'enfant lui-même. Et il faut prévenir avant d'arriver à ce stade de maladie du rein. Donc la prévention passe par la détection. Pour une meilleure prise en charge des maladies rénales en milieu scolaire, 8500 élèves ont été dépistés par le programme national de santé scolaire et universitaire. Cet atelier de restitution
des résultats de cette campagne de dépistage a été l'occasion de sensibiliser les partenaires techniques et financiers sur l'ampleur des maladies rénales chez l'enfant. C'était un reportage de Herman Niamien et Aurélia Droukoula. Un tout autre sujet à présent, des jeunes artisans ivoiriens prônent l'entrepreneuriat pour sortir du chômage. Ils veulent ainsi emmener leurs semblables à trouver des projets porteurs. Alors ils ont animé récemment une conférence dans la commune de Cocody. Thème retenu, comment faciliter son insertion dans le tissu socio-économique. Herman Niamien. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Cette vérité, ces jeunes marketeurs l'ont dit aussi à leurs compatriotes au cours de cette conférence de presse. Pour eux, la solution pour s'insérer dans les tissus socio-économiques se résume d'abord à tourner le dos à l'esprit de bureaucratie. Nous les invitons donc à tourner un tant soit peu donc, le dos donc, à la bureaucratie. Okay? Nous les formons concrètement donc, à apprendre comment monter un projet, comment développer un projet, jusqu'à obtenir donc une entreprise rentable, une entreprise stable, qui fera de cette Côte d'Ivoire-là une Côte d'Ivoire émergente. L'entrepreneuriat comme solution, mais pas que. Les conférenciers ont aussi exhorté les jeunes gens à une bonne formation aux moyens de Business Pro, par exemple. Aussi, les ont-ils invités à cultiver l'esprit de cohésion et de paix, sans lesquels aucune entreprise n'est possible. Notons que ces marketeurs ont mis sur pied un pool de formation pour, disent-ils, aider l'État de Côte d'Ivoire à réduire le taux de chômage. Restons dans la commune de Cocody où la municipalité a renforcé les effectifs de sa police municipale. En effet, 50 policiers municipaux, dont 8 femmes, ont reçu récemment leurs épaulettes de sergent après avoir suivi une formation intensive. Il s'agit de la promotion Ngouan à Kamatias. Sa mission, assurer la régulation de la circulation et sécuriser les écoles. Un reportage de Abou Sanogo. Après une formation générale initiale de 45 jours à Daoukro, 50 policiers municipaux, dont 8 jeunes filles de la promotion Ngouan à Kamatias, maire de la commune de Cocody, reçoivent leurs épaulettes de sergent. Et ils ont pour mission d'assurer la régulation de la circulation, permettre à la population d'évacuer à ses occupations et faciliter la traversée des routes par les élèves. Ces 50 agents de la police municipale de Cocody ont été exhortés à la discipline et au respect des populations. Vous serez engagés aux côtés des forces de police et de la gendarmerie nationale à protéger les populations locales et à garantir leur sécurité. Une mission qui commande un sens élevé du devoir et de l'intérêt général, mais aussi du discernement et la droiture morale. Donc, vos concitoyens attendent beaucoup de vous. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, parrain de la promotion Ngouan à Kamatias, a demandé à ses filleuls d'être au service des populations. Je voudrais vous rappeler que ces épaulettes ne seront pas de simples ornements de passementerie sur vos épaules. De la même manière que vous les avez obtenus au prix d'une formation que vous venez d'achever, vous devez les valoriser à travers votre acharnement au travail. La formation de ces 50 agents commis à la sécurisation urbaine de proximité à Cocody a été dispensée par des instructeurs de l'École nationale des sous-officiers d'actifs et elle a coûté 98 millions de francs CFA à la municipalité de Cocody. Le maire de la commune, Ngouan à Kamatias, a offert 2 motos au commissariat de Cocody et un ordinateur à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Culture, et on s'intéresse à présent à l'exposition photo dénommée Au-delà des hautes herbes. Cet événement se tient à l'Institut français d'Abidjan dans la commune du Plateau. Cette expo présentée par le photographe Olivier Yao veut faire la promotion du tourisme ivoirien, projet soutenu par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les détails avec Sita Soro. Faire voyager sans partir par la photographie afin de découvrir le parc national de la Comoé, c'est ce qui a valu 6 mois de travaux dans les profondeurs de ce parc. Dénommé Au-delà des hautes herbes, ces travaux ont été présentés au grand public à travers une exposition photo animalière et un film documentaire. Le réalisateur s'est donné comme mission faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Faire découvrir
aux Ivoiriens qu'il y a à proximité de la Côte d'Ivoire des endroits aussi magnifiques que l'Afrique centrale. Durant ces 6 mois, l'initiateur a eu le soutien de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui a voulu montrer en s'associant à cette initiative que faire du safari en Côte d'Ivoire était possible. Le parc de la Comoé étant le plus grand de la sous-région avec plus d'1 million d'hectares. Les éléphants dont on disait qu'ils n'existaient pas au parc national de la Comoé, les photos nous ont bien montré que cet animal existe. Ça a démontré aussi que les chimpanzés existent à l'intérieur. Et pour ce qui concerne les petites antilopes que nous appelons le corbe, le pibal, il y en a énormément. Donc c'est pour dire que le parc est viable, il peut être ouvert au tourisme. La fin de l'exposition est prévue pour le 27 octobre prochain. Aux États-Unis, dans quelques heures, le 3e et dernier débat télévisé pour l'élection présidentielle. Le duel Hillary Clinton-Donald Trump va se tenir demain, mercredi 19 octobre, dans l'État du Nevada. Mais de nombreux scandales entachent les deux camps. Hillary Clinton creuse l'écart face à Trump à 20 jours de la présidentielle aux États-Unis selon 2 sondages effectués le lundi 17 octobre dernier. Le premier sondage donne une avance de 11 points à Hillary Clinton, soit 48% contre 37% pour Donald Trump. Le second sondage place également Hillary Clinton en tête avec 47% contre 43% pour Donald Trump. Les chiffres annoncés sont le résultat de la bataille inédite entre les deux camps. Au cœur de cette bataille, les scandales. Le candidat républicain a proposé un contrôle antidopage à Hillary Clinton avant le 3e et dernier débat. Il accuse également la candidate démocrate de destruction de 33 000 emails. Sur le sujet, le site Wikileaks a de nouveau publié des mails écrits par la candidate démocrate, un sujet qui sera certainement évoqué lors de ce 3e débat. Donald Trump, de son côté, n'arrête pas de rappeler les frasques du mari de Hillary Clinton, Bill Clinton, ex-chef d'État américain de 1993 à 2001, ne sera pas épargné avec l'affaire Monica Lewinsky, une histoire qui a défrayé la chronique en 1998. Elle a accusé l'ex-président d'agression sexuelle. D'autres femmes l'ont également accusé. Les scandales se multiplient également pour Donald Trump, mania de l'immobilier. Une vidéo datant de 2005 publiée le vendredi 7 octobre choque les Américains. Cette vidéo a été enregistrée à l'insu du candidat républicain. Ce dernier n'a eu aucun respect pour les femmes. Les faits se sont produits il y a plusieurs années. Autre personne touchée par ce scandale, l'épouse de Donald Trump, Melania Trump. Ancien mannequin, elle est montée au créneau ce mardi pour défendre son mari. Elle estime que les accusations de ces femmes sont infondées. Le dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump s'annonce donc palpitant. On faisait le point avec Ami Koulibaly. Enfin, 18 octobre 2003, Oussama Ben Laden, chef spirituel du réseau djihadiste Al-Qaïda, appelle à la résistance contre les Américains. Oussama Ben Laden, considéré comme le principal responsable des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Les explications de Franck Quadio. Le 18 octobre 2003, Ben Laden, Oussama de son prénom, appelle à la résistance contre les Américains. L'homme derrière les attentats du 11 septembre sera retrouvé le 2 mai 2011 par un commando américain et abattu. Un de ses collègues tire sur Ben Laden, d'abord dans la poitrine, puis dans la tête. Que dire du parcours du terroriste responsable de la mort de milliers d'innocents? Oussama Ben Laden voit le jour à Riyad, en Arabie Saoudite, en 1957. Issu d'une famille riche, il se joint au mouvement islamiste wahhabite lors de ses études universitaires, puis se rend dans les années 80 avec le soutien de l'Arabie Saoudite en Afghanistan avec une armée arabe afin de lutter contre l'envahisseur soviétique. Travaillant déjà à l'époque avec le Mollah Omar, il peut compter sur l'aide de la CIA et des services secrets pakistanais. Mais comment se forme Al-Qaïda? En 1989, quand les soviétiques se retirent de l'Afghanistan, Ben Laden retourne en Arabie Saoudite. Durant la guerre du Golfe, il tournera le dos à son pays natal et formera la base de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Il se rapproche du régime taliban et se réinstalle en Afghanistan en 1996. Il est à la tête d'une armée de 6 000 hommes.
un de ses faits d'armes avant le 11 septembre 2001, il commandite les attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Après 2001 et la mémorable attaque des tours jumelles, les États-Unis bombardent l'Afghanistan. Il leur faudra 10 ans pour retrouver et tuer Oussama Ben Laden qui avait trouvé refuge au Pakistan à 50 km d'Islamabad, la capitale. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À demain, 19h30.